10 all time. C'est lundi. Oui, monsieur. This is Monday. Yes, sir. Et voilà, avec mon accent magnifique Yes. qui fait rêver les Californiens. Et qui a remis dans sa tombe 13 fois C'est Shakespeare. vraiment quand on va parler anglais comme ça, on fait t'es Californien, non? Tu viens de Los Angeles. T'es de South Central. Tu viens de Los Angeles, à côté de Rungis. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise. Comment ça va aller? Bah écoute, comme un lundi, c'est-à-dire que, comme je le dis à chaque fois, on s'est enfin débarrassé du week-end. Qu'en plus, en ce moment, on a des petits week-ends de playoff, donc c'est quand même pas dégueulasse. Oui. On est plutôt content. Mais quand même, le lundi, c'est mieux. Hein. Faut pas l'oublier. On voit encore des gens là qui font la propagande, genre oui, lundi, c'est pas terrible. Et vous, comment vous faites pour survivre lundi? Hein? Voilà. Avec non, un top 10 all time, évidemment. Vous le savez, c'est le petit rendez-vous du lundi, donc on espère que vous avez passé un week-end nul pour bien démarrer cette semaine, évidemment. Et on va se faire le top 10 des lieutenants all time. Ouh, le sujet qu'il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va devoir tout développer. C'est quoi un lieutenant? De qui on va parler? On a déjà fait des... C'est quoi? C'est sponsor par l'armée? Vous avez fait des soldats. Maintenant les lieutenants, on va après faire quoi? Les top 10 caporal? Bah, c'est vrai qu'un lieutenant, c'est un terme militaire. C'est vrai. Mais on a fait les soldats de l'ombre, alors c'est quoi? On est en C'est train un de... terme militaire aussi. Ouais, mais le sport, il y a des brigades, il y a des escouades. Hein, ça fera... C'est spécial dédicace à Giovanni, ça. Voilà. J'ai passé le mot escouade dans un apéro. Escouade. Voilà. Mais n'empêche que c'est ça. Bien sûr. C'est ça. Et puis il y a un côté, dans le sport de haut niveau, il y a un côté un peu militaire, hiérarchisé. C'est vrai. On a appelé des joueurs des Little General, on a appelé des joueurs d'Admiral, on a fait un petit peu de tout, hein, donc il y en a dans l'histoire. On dit toujours le patron, ah oui, c'est lui le boss. Le prolétariat. Non mais tu vois, voilà. Donc effectivement, est-ce que c'est là qu'on décrit ce que c'est des lieutenants? Non, tout à l'heure. On va tout faire en étant évidemment discipliné, donc évidemment pour celles et ceux qui s'attendaient à ça, on va pouvoir expliquer en faisant un petit bisou comment ça va se passer. Comme d'hab, sur les top 10 de cette saison, on va d'abord faire le petit susurrement, ensuite on expliquera le thème en détail de ce All Time, puis on va manger un petit coup. Oui, important toujours. Exactement, le lundi midi, c'est comme d'hab, c'est un rituel, donc on vous attend dans les commentaires, et après on fera mention honorable et les tablettes. Ouais. Et donc forcément, pour bien démarrer tout de suite et bien mettre les timers, eh bien, on va devoir vous rappeler que les top 10 de cette saison NBA 2021-22, playoff inclus, sont proposés par Tarmac. Qui est donc la marque basket de Decathlon. Yes, sir. Decathlon, petite entreprise familiale et artisanale française. La Sarle. Voilà, exactement. Qui a réussi, tant bien que mal, à avoir un partenariat officiel avec la grande ligue qu'est la NBA. Et dans ce cadre, il nous propose des produits, ma foi, assez cool. Des produits un peu de tout, des shorts, des trois quarts, des sacs à dos, des chaussures, tout ça à l'effigie de pas mal de franchises NBA, des belles franchises, comme par exemple les Rockets ou ils auront pris vraiment tarif cette saison. N'empêche que cette saison, ils prennent tarif. Pour les années prochaines, je pense que c'est un pari sur l'avenir de la part de Decathlon. Decathlon, ils se sont dit, c'est quoi, Kevin Porter Jr. et Jalen Green, on les sent bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite des chaussures à l'effigie des Rockets. C'est que les projections de 2028, c'est pas demain, mais on est bon. Comme on est des oufs, c'est qu'on va faire les Knicks aussi. Yeah. Voilà. Mais bon, il y a aussi les Celtics, il y a les Warriors, il y a le Heat, il y a des équipes de playoff en fait. Il y a les Mavs, il y a voilà. Il y a pas mal de choses, pas mal de couleurs, et puis apparemment c'est du bon petit produit. Il y a moyen de jouer au basket avec. Tout à fait, on a eu plein de photos de vos parts, donc évidemment n'hésitez pas à aller checker dans la description de cette vidéo. Les beaux jours arrivent, on se retrouve sur les terrains, et donc si vous le souhaitez, avec des jolis produits français, made in Tarmac. Cool. On va pour enchaîner. Trop bien, ouais, grave. Let's go! Et donc nous sommes sur le top 10 des meilleurs lieutenants all time. N'hésitez pas comme d'habitude à balancer vos suggestions de top 10 dans les commentaires, on sait qu'il y en a plein, donc le document il est ouvert. On a fait récemment des suggestions de la commu, on reviendra sur certains, on va peut-être aussi refaire des top 10 avec des updates. Là Alex, tiens, on regarde la chaîne de Trash Talk et on n'avait pas fait les lieutenants. Non. Mais qu'est-ce? Bah oui. On a fait les cerveaux, les soldats, les clavicules, les scoreurs, les dunkers, les défenseurs intérieurs, les défenseurs extérieurs. Les plats du lundi, on a tout fait. On a rossé du sujet. On n'a pas fait les lieutenants. Et je pense que c'était un manque qu'il fallait absolument combler. Et donc, je suis bien d'accord. Et donc, on doit tout de suite poser la question.
mais c'est quoi un lieutenant? Parce que ce terme, il est important, il est dominant dans cette vidéo. Dans l'histoire de la NBA, Alex, on a vu plein d'équipes remporter des titres, on a des très très grands collectifs, des grands entraîneurs, mais souvent, on a remarqué qu'il y a quand même une chose, c'est que lorsqu'on a un franchise player, ce qui est formidable, c'est d'avoir un super lieutenant. C'est ton bras droit, c'est un joueur qui va pouvoir être un petit peu en retrait, mais qui va être tellement déterminant dans la réussite de ton équipe que c'est le lieutenant numéro 1. Bah en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire là-dessus est assez impitoyable. Je n'ai pas vraiment trouvé d'équipes qui ont été championnes sans un bon lieutenant. 2004. Bah non, 2004, c'est que des lieutenants. Il n'y a pas de star. Ah, que des lieutenants. Il n'y a pas de franchise pour moi. D'accord, c'est dans ce sens-là. Non, mais dans ce sens-là. Genre, en fait, quand tu regardes, si tu fais le palmarès des équipes championnes NBA, là, si on le fait sur les 10 dernières années, bon, bah, les Bucks, Giannis, voilà. Il y a des lieutenants à citer. Et il y a le franchise player évident. Pour chaque équipe. Les équipes d'avant, les Warriors, vous mettez d'accord sur qui était le lieutenant de qui et qui était le franchise player, qui était la superstar, mais n'empêche qu'il y a. Les Cavs, je crois que c'est assez clair, qu'il y avait un franchise player assez clair. Le Heat et les Mavs, j'ai l'impression qu'il y avait des franchise players assez clairs. Les Lakers de la fin des années 2000, je crois, sans me tromper, qu'il y avait quand même un franchise player. Tout à fait. Et donc ces équipes-là, pour moi, avaient toutes des lieutenants. Et donc quand je suis arrivé en 2004, je me suis fait la même réflexion que toi, mais pour moi, il n'y a pas de vrai superstar franchise player. C'est plutôt des mecs qui auraient certainement été des lieutenants à côté d'autres franchise players. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut gagner sans bon lieutenant? C'est presque une question qu'il va falloir se poser. C'est difficile. Il faut toujours que tu aies un sidekick. Vous pouvez utiliser n'importe quelle expression pour peut-être familiariser les choses pour celles et ceux qui ont encore du mal à voir c'est quoi un lieutenant. Pour chaque Batman, il faut un Robin. C'est souvent l'expression qu'on utilise. Player, il faut le franchise player, il faut le sidekick. Au singulier ou au pluriel, il peut y avoir plusieurs lieutenants. Tout à fait. Et après, pour moi, l'étape d'en dessous, c'est des role players. Role players, des spécialistes. Et après, tout en dessous, c'est Udonis Haslem. Et après, voilà, ce sont les gratteurs. Voilà. Alors que les fans du 8 sont en PS. Oh. Mais non, à chaque Batman, il faut un Robin. À chaque grande superstar, il faut un lieutenant. Il faut un bras droit. On ne voit pas de légende de la NBA qui rentre au Hall of Fame sans dire « Vous parliez de moi, vous parlez de tel joueur. Sans lui, je n'aurais pas réussi. » Pour qu'une équipe de basket fonctionne bien, il faut aussi qu'il y ait un alpha, un dominant. Après, on a des équipes parfois qui l'ont emporté. Tu peux en avoir plusieurs, mais c'est plus rare. Plusieurs lieutenants, c'est plus fréquent. Tout à fait. Et par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'on a un rassemblement de potentiels alpha, eh bien, il faut quand même qu'il y ait une hiérarchie. Et donc, qu'il y en ait un qui soit il patron, et tu peux dire c'est un A, un B, mais il y a quand même un B. Non, mais il y a quand même un B, je suis d'accord. Il y a quand même un B, et donc ça veut dire que lorsqu'on est LeBron et Wade et qu'on se retrouve à Miami, la première année, exemple tout simple, on se marche un peu sur les pieds. Ah, c'est qui le machin? Parce que ici, Sud-Plage, c'est un peu ma maison quand même. Ouais. Et puis, au bout d'un an, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même il patron, et qu'il y a ensuite un lieutenant. Et c'est bien que tu prennes cet exemple-là, comme ça on va crever l'abcès tout de suite. Dwayne Wade, c'est pas un lieutenant. Oh, stop! Faut arrêter. C'est pas un lieutenant. Il a été, pendant quelques saisons, le lieutenant de LeBron, mais si tu dois décrire sa carrière, c'est pas un lieutenant. Ici, dans ce top 10, on va s'intéresser aux mecs qui sont étiquetés lieutenants. Tout à fait. Qui ont été, avec succès évidemment, parce que là, pour le coup, voilà, mais qui ont été les bras droits, les lieutenants de mecs qui étaient vraiment identifiés comme le franchise player et la superstar et avec lequel ils ont fait des grandes choses. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que ces joueurs-là, intrinsèquement, ne pouvaient pas être des franchise players. Non, mais c'est comme ça qu'ils ont fait leur carrière. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait leur carrière, exactement. Après, il y en a qu'on a vu peut-être en sélection nationale, qui étaient un peu plus franchise players à ce moment-là, on les voyait faire des dingueries, mais là, on est sur de la NBA, et donc, dans le classement, c'est important en effet que tu le dises, on va avoir des joueurs qui vraiment sont étiquetés. Il y a certains cas dans l'histoire de l'NBA où des joueurs, des légendes du jeu, ont pu être des lieutenants. Alex, pareil, j'ai envie de trancher. Dans mon top 10 all-time, je n'ai pas Kobe Bryant. Non. J'ai pas James Harden. Pourtant, tu pourrais dire, ouais, c'est un peu le lieutenant d'Embiid maintenant. Tu peux le dire à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais non, c'est pas un lieutenant. No way. Kobe a été le lieutenant du Shaq, c'est factuel. Oui, c'est factuel. Mais après, il a fait 16 ans, ou non, pas 16. Il a fait 12 sans Shaq. Bien sûr, sans Shaq. Et 12 ans de franchise. Et on va pas mettre un des 10 meilleurs joueurs de basket de tous les temps dans la catégorie des lieutenants stars. Non. Il y a des lieutenants qui sont très hauts dans notre top 100 all-time quand même. Il y en a quelques-uns qui sont très sérieux. C'est possible. Voilà.
Donc ça veut dire aussi que dans vos suggestions, là, parce qu'il y en a plein qui sont en train d'écrire dans les commentaires, bravo, félicitations, Stephen Curry qui a été donc le parfait lieutenant de KD pour le titre. On se calme, on va essayer de se concentrer sur ce dont c'est le métier. C'est-à-dire, on vous dit là maintenant lieutenant, vous pensez à... Exactement. Exactement. Oui. D'autres éléments à dire ? Évidemment, Alex, j'ai envie de dire palmarès, tout. On va expliquer aussi un concept. Palmarès, production, réussite collective, intégration à collectif. Intégration à un collectif. Qu'est-ce que tu as apporté ? Qu'est-ce que tu n'as pas pu apporter ? Quels résultats ça a donné ? Enfin, après, c'est des critères assez classiques de classement de joueurs. Hein, après. Complémentarité avec ton franchise. Ouais. Et quand il y en a qui s'entendent bien ensemble sur le parquet, c'est compliqué. Est-ce que tu es capable de complètement prendre le relais offensivement ou est-ce que tu es plutôt du genre lieutenant polyvalent qui sait faire un peu de tout mais c'est vrai que tu vois le franchise a quand même ses spécificités, donc il y a plusieurs types de lieutenants. Hein. Parce que tu as changé l'histoire et le palmarès de ta franchise en arrivant en tant que lieutenant dans un gros transfert. Ouais. Ça a pu aussi changer 2-3 choses. Ouais. Voilà à peu près pour les éléments. On va devoir enchaîner. Allez. Nous sommes lundi, il est midi, une question... Un peuple, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? C'est une bonne question, ça. Aujourd'hui, je vais aller dans le simple et l'efficace. On va se faire des bons petits spaghettis à l'arrabbiata. Voilà. Bien. C'est bon. Après, il faut parler à personne. Après, hein, mais c'est pas grave. C'est pas le but. De toute façon, il y a des matchs à regarder. La bonne arrabbiata bien piquante. Piquante, bien aillée. Tout à fait. On ajoute des tomates cerises. On est sur quoi ? Non, on est juste en toute simple comme ça, juste avec la sauce arrabbiata. Juste avec la sauce arrabbiata. Moi, j'ajoute pas de tomates cerises. Non. Éventuellement, en fonction de dans quel état d'esprit je suis, il peut y avoir un peu de parmesan qui glisse. Parmesan qui glisse. Ouais, voilà. Mais c'est même pas obligatoire. Tout à fait. Non, vraiment le truc, tu vois. Tout simple. Classique. Simple. Magnifique. On mise sur le produit. Je suis d'accord. Spoiler, vous allez avoir la même chose. Léonce, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Moi j'ai des restes de poulet, je pense que je vais faire avec des pâtes et des petites olives, j'ai dû faire ça. Mais alors ce qui m'intéresse, et ce dont je voulais te parler, ça tombe bien là. Le poulet c'est de saison ou pas ? Hein ? Un poulet, oui, de saison, bronzé et tout. Pas de politique dans les commentaires. Oui, vas-y, dis-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que hier j'ai testé le poulet au four cuit à la sonde. Ah, voilà, je savais que ça t'intéressait. Bon, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais tu mets une sonde. Alors attends, parce que là c'est un lieutenant, c'est un lieutenant, mon frère, putain. 82 degrés. Oui. Il faut, on dit, et ben ça Quoi. marche vachement bien. C'est du tonnerre, c'est du Voilà. tonnerre. D'accord, ok. C'était pour dire ça. Est-ce qu'il y en a dans la commune qui ont déjà fait sonder un poulet ? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je testerai ça, on va en reparler après. Ouais, je sais, c'est sûr. Tu as mis évidemment les pâtes sur la table, et bien moi aussi justement je voulais être sur des pâtes, alors moi la bolognaise, avec une bonne bolognaise faite maison tout de suite. Vous pouvez me le manger avec d'autres sauces si vous voulez, mais team parmesan. Absolument, team parmesan, ça là-dessus on Dans la en bouge pas. bolognaise. Oui. C'est pas de fromage non plus dans la bolognaise, tu vois. Pareil, je suis un Allons-y, produit, quoi. noyons la viande dans du fromage, on aime bien ça. Je sais que les Italiens sont en train de craquer. Dites-nous ce que vous mangez en ce lundi spécial et toujours accompagné d'un top 10 all-time. Toutes les teams sont représentées, que vous soyez dans les transports, au boulot ou dans votre canapé ou dans votre lit. On va pouvoir démarrer. Oui, tout à fait. Ceci s'appelle communément, dans la langue de Molière, une tablette avec un stylo et un effaceur. Tu sais ce que le peuple attend. Et là, pendant ce temps-là, Effectivement. je vais... Hop là. Oh, bah, c'est bien géré, c'est tout bien. propre. C'était propre ? Ah, tout propre. Formidable. Petit flip facile qui passe bien. Formidable. Parfait. Et bien du coup, on va pouvoir... Où est-ce qu'il est ? Il est là, mon effaceur. On va pouvoir démarrer avec les mentions honorables. Attention à ne pas se spoiler, mon cher Alex. Nous sommes chez les lieutenants. Qui sont les lieutenants qui n'ont pas craqué ton top 10 et à qui tu as envie de rendre hommage maintenant ? Attention, tarte ta gueule. Allez. Chris Bosch. Merde. Oh, merde. Il n'y a pas de souci. En plein dans le mille. Bastien a mis 3ème. Ça va bien. Et merde. Non mais Ok, c'est bien. merde. John Starks. Oui, c'est bon. Il est magnifique lieutenant, mais manque de succès collectif pour le coup, et un niveau de jeu très fort, mais en fait j'ai des lieutenants plus forts. Un lieutenant, c'est des joueurs ultra forts. Hein. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai, hein. T'es d'accord, hein. Moi j'ai du multi-all-star, il y a du Hall of Famer dans tous les coins, moi. Est-ce qu'on va considérer Kevin Love comme un lieutenant ? Il a été franchise player dans le Minnesota. Ouais.
Mais en fait, je voulais lancer le débat notamment sur toute cette question autour de garçons comme Kyrie ou Kevin Love. Je sais pas si Kyrie peut-être est dans tes 10 ou pas, très bien. Donc à ce moment-là, Kevin Love. Parce que c'est vrai que Kevin Love, quand même, ça fait partie des discussions. On est là genre, damn, il a été franchise dans le Minnesota, mais il est, au fur et à mesure que sa carrière avançait, on l'a un peu considéré comme un garçon que tu viens de mentionner, comme cette espèce de lieutenant d'une équipe très très forte à Cleveland qui remporte le titre en 2016. Il faisait partie des discussions. Après, je sais pas si Kevin Love est un lieutenant. C'est peut-être un franchise player qui a été transféré dans une équipe où il devait faire ce rôle de lieutenant. Ouais. Ou non, il a une bonne gueule de lieutenant quand même. Hein. Quand même. Hein. Parce qu'en franchise player, c'est peut-être pas pour rien que ça n'a rien donné, hein. C'est peut-être parce que c'était un lieutenant. Tout à fait. Tu vois ? Est-ce qu'il y a Jamal Wilkes dans tes 10 ou pas ? Très bien, j'ai eu peur. Jamal Wilkes, le slingshot. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, évidemment, on est du côté des Lakers. Excellent lieutenant aux côtés de Magic. Magic le rappelle souvent, arrêtez de parler de mon match à Philly, au rookie, où je suis MVP avec 42 points, 15 rebonds, 7 passes, 17 rebonds, un truc comme ça. Parce que Jamal Wilkes en met 38, mais que comme d'habitude en tant que lieutenant, on l'oublie. Sauf que c'est lui qui est aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson pour exceller avec les Lakers de la fin des années 70, début des années 80. Attends ta gueule, hein, attention. Paul George ? Non, c'est bon. Bah, Paul George, c'est un lieutenant. Bien sûr. Lieutenant de très haut niveau. Lieutenant qu'on a déjà vu être capable de jouer en mode calibre MVP, sans obtenir le trophée, hein, mais dans le calibre. Et joueur qu'on a vu aux côtés de Westbrook, où c'était quand même plus l'équipe de Westbrook quand même si Westbrook laissait beaucoup de place à Paul George. Et qu'après on a vu aux côtés de Kawhi Leonard, où il était clairement, je pense, le numéro 2 de l'équipe. Et c'est un rôle qui lui va extrêmement bien. Il sait tout faire, Paul George, il est très polyvalent, des deux côtés du terrain, il peut tenir la balle, il peut shooter, il peut scorer, il peut défendre le meilleur joueur adverse sur les postes 2, 3, 4. Pour moi, c'est un très très grand lieutenant. C'est même un lieutenant que j'espère qu'un jour on aura l'occasion de voir les Clippers vraiment à 100%. Ouais, parce qu'il pourrait exceller. Au moment où on tourne cette vidéo, hein, on est en 2022. On sort d'une saison où on va pas se mentir, hein, les Clippers, il y a eu beaucoup de frustration au niveau blessure. Et pour moi, leur effectif au complet, avec Kawhi en franchise et Paul George en lieutenant, tous les role-players qu'ils ont autour et tout, pour moi, c'est pas loin d'être l'un des effectifs les plus forts de la ligue. Hein. Tout à fait. Mais il faut être au complet pour ça. Donc il y a d'autres soucis. Mais ouais, Paul George, gros lieutenant. Obligé d'en parler, évidemment. Matrix, il y a ou pas ? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a du Gail Goodrich ? Non. Fou, la vache. Attends, c'est bien, on va avoir un top 10 bien varié. Gail Goodrich, évidemment, bras droit. Souvent, on parlait avant l'arrivée des Splash Brothers, on parlait de Gail Goodrich avec Jerry West. On parle souvent de Jerry West du côté des Lakers des années 60 et du début des années 70. Gail Goodrich est quand même l'autre très grand scoreur de Los Angeles. Il y a du All-Star Game. Il y a de l'apport fort au scoring et à la création, mais on parle souvent des Lakers de Jerry West, Will Chamberlain et Gene Baylor, et on oublie Gail Goodrich, mais qui en fait est un vrai bon lieutenant de cette équipe, qui est championne, quand même. Tout à fait. Est-ce que tu as mis André Iguodala dans tes 10 ? Non, c'est pas un lieutenant. Ah, pas vraiment. Non. Non, franchement, non. Est-ce que tu as mis Anton Jamison dans tes 10 ? Non, je l'ai pas mis dans mes 10. C'est un lieutenant. Est-ce que tu as mis Caron Butler dans tes 10 ? C'est un lieutenant ? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Il y en a un autre, j'ose pas te demander, parce que du coup, je me dis que peut-être tu l'as mis. Oui, bah tiens, dis rien. Moi, je l'ai pas mis parce que je pense que c'est plus un franchise player qui s'est retrouvé dans un rôle de lieutenant. Oh là là, attention. Donc, je l'ai pas mis. Fais un vieil indice, et je vais te dire tout de suite. Un vieil indice ? Ouais. Non, parce que si je fais un indice, tout le monde va Bah, capter. tout le monde va se marrer, allez-y. Tout le monde va capter. Bah oui, vas-y. Ah bah si, c'est un lieutenant. Et c'est une mention honorable, crois-moi bien. Hein ? Oui, vas-y. Ah, mais tu l'as mis dans tes 10 ? Non. D'accord, Anthony Davis. Moi, je le mettais même pas vraiment, enfin, je savais pas trop, parce que clairement, avant d'arriver chez les Lakers, c'est plutôt le franchise player des Pélicans, avec des stats de franchise player, alors des blessures qui l'empêchent et tout, mais il n'empêche qu'il a des stats de franchise player qui, si les Pélicans à l'époque avaient peut-être gagné un peu plus de matchs, il était dans la course au MVP direct, en fait, Anthony Davis. Donc quand même, deux côtés du terrain, capable de scorer et tout. Et c'est vrai qu'en arrivant chez les Lakers de LeBron James, on va pas se raconter de salade, il s'est retrouvé dans un rôle de super lieutenant, mais je ne trouve pas que j'arrive pas à l'étiqueter lieutenant. C'est vrai, c'est tout un débat autour de lui. Et pourtant, ça lui irait peut-être bien, c'est peut-être là qu'il faudrait qu'il soit. Hein. Ah, s'il l'acceptait, il serait peut-être tout en haut de ce classement. Ouais. Mais bon.
Faut ressortir la balle pour Voilà. Malik Monk. Voilà. On va pas plus se spoiler Faut parce que je être pense là, qu'on a faut été. jouer, quoi. Ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est une grande qualité à avoir. Ah bah. On Ok, non, allons-y. va pouvoir Allons-y. enchaîner. Envoyons Envoyons un le numéro 10. Allez, comme ça on va éviter de se spoiler. Numéro 10 du top 10 all-time des lieutenants. Donc je sens qu'on va débattre et pas être d'accord parce que rien que déjà, il y a eu des noms spoilés. Petit hommage en 10. Monsieur Matrix pour Alex, donc qui en parlait. J'ai mis Monsieur Kylori, vrai lieutenant. Ouais. Ta-da-da. Surtout pas un franchise player, mais un très très bon lieutenant. Exactement. Parle-nous de Matrix. Sean Marion, bah pareil. Vrai lieutenant. Surtout pas un franchise player. Jamais franchise. Non. Pourtant, il en a eu potentiellement les stats stats. à un moment de sa carrière. Hein. Sean Marion, moi je l'ai mis dans mon top 10 parce que donc il a fait une carrière, belle carrière. Il a quand même été 4 fois All-Star avec les Suns. Suns avec lesquels il est allé 2 fois en finale de conf, c'est jamais allé plus loin. Il était clairement lieutenant. Lieutenant de Steve Nash, lieutenant de Nash et Stoud, ou Stoud et Marion étaient les lieutenants de Steve Nash, vous la mettez comme vous voulez, mais dans tous les cas, Sean Marion, il est chez les lieutenants. Et pourquoi je le rentre dans mon top 10 ? On s'est beaucoup moqué de son tir, mais c'était un scoreur fabuleux quand il était aux Suns. En transition, c'est un joueur incroyable. Un shoot qui, même s'il était dégueulasse, bah, ça rentrait quand même un peu. Beaucoup de touchés. Un joueur qui a fait pas mal de saisons au-dessus des 20 points, des saisons en 20-10, 20-11, des trucs de grand malade mental depuis les postes 3 et 4. Ouais. Et puis il y a la défense. Tu sais Il qu'il y y a a le lui dans la spectacle. NBA actuelle. Ah bah, alors lui dans la NBA actuelle, laisse tomber. Ça peut être très intéressant. Et donc, je trouve que c'est un vrai beau lieutenant avec des grosses qualités de lieutenant parce que comme il n'a pas vraiment le handle et qu'il n'a pas non plus le côté Starship System et tout, il est d'autant mieux dans ce rôle de l'ombre. Et on l'a vu encore plus. Alors, il était un peu plus vieux et il était un peu moins... il pesait un peu moins d'un point de vue individuel, mais quel lieutenant fabuleux pour À Dirk. Dallas, bien sûr, Oh. bien sûr. Dirk, alors, cette année-là, ils n'étaient pas All-Star, mais il avait Jason Kidd et Sean Marion, duo de toute leur expérience et de tout ce qu'ils avaient vécu à droite à gauche. Tu sais que c'est quand même bien pratique dans le genre. Hein. Non, c'est clair. Sean Marion, parfait lieutenant. Vraiment. Jason Kidd, qu'on ne citera pas dans les lieutenants, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Faut pas non plus s'occuper de Tata Nicole, tout à fait. Je suis bien content que tu mentionnes Sean Marion, il était en sortie de top 10. C'est vraiment un lieutenant par définition. Hein. Jamais trop haut pour être franchise player, jamais trop bas pour être un role player. C'est ça. Hein. Et avait besoin d'un patron pour briller à sa manière. Ouais. Ce qui est la définition même d'un lieutenant. C'est-à-dire que c'est le mec, il peut te mettre 20 points, te prendre 11 rebonds et défendre sur le meilleur extérieur adverse. Mais il peut vraiment te le faire, mais ça sera jamais pour autant le franchise player. Alors qu'en fait, t'as des mecs qui sont franchise player avec ce genre de stats. Donc c'est vraiment une question d'emprise sur un match. Voilà. Sean Marion. Kylori, pardon. Non, mais Sean Marion pour toi et Kylori pour Bibi. Pour moi, Kylori pour toi. Kylori, wow! Kylori n'a jamais été un véritable franchise player, ce qui n'empêche pas d'avoir réalisé une grande carrière à Toronto et on attendra d'avoir la statue avec le gros bouti qui prend un passage en force et le maillot retiré, évidemment. Mais au-delà de ce côté iconique à Toronto, avec tout le respect qu'ont les fans canadiens pour lui, on est quand même avant tout sur un lieutenant, c'est-à-dire que c'était lui qui accompagnait DeMar DeRozan lors des années le Bronto, désolé pour le terme, mais c'était un petit peu ça. C'était Toronto qui essayait collectivement de s'en sortir, mais avec Kylori dans un registre de meneur de second rideau, c'est-à-dire que ça n'a jamais été un meneur dans la discussion du MVP, ça n'a jamais été un meneur qu'on a mis en All-NBA First Team, et plus la carrière avance, plus on trouve Kylori dans ce registre de lieutenant parfait, c'est-à-dire que c'était idéal pour Kawhi Leonard, qui est venu en 2019. Il y avait un Siakam, certes en lieutenant, mais il y avait Kylori, surtout qui était là. Aussi, hein. Il y avait Marc Il y Gasol. avait 4 lieutenants. Ah, mais de toute façon, l'équipe de 2019, plus on va avancer, plus on va se dire c'était une dinguerie. Il y avait Fred VanVleet en sortie de banc, pour ceux qui ont oublié. Il y avait Ibaka aussi. Non, mais c'était... Et Ibaka avec un dos. Tout à Je fait. veux dire, Ibaka quoi. Ibaka compliqué. Kylori, cependant, c'est un vrai lieutenant pour moi par définition, parce que jamais un très grand scoreur, mais incroyable dans les petits détails du jeu. Et puis là, il rejoint Miami, et donc du coup, c'est le genre d'endroit qui doit lui convenir. Donc j'ai assez rapidement pensé à Kylori. Après qu'il craque pas les 10 pour certains, je comprends, mais c'est marrant, plus il vieillit, plus je trouve que c'est le lieutenant parfait. En fait, c'est une espèce de... Je crois pas que t'as de Chris Paul dans ton classement. Ah non, on c'est pas un lieutenant. est d'accord, on est pas... Mais donc c'est la version un peu plus lieutenante d'un Chris Paul, c'est-à-dire malin, vice, scoring, winning plays, leadership, mais je vais accompagner un franchise. Et puis un petit peu moins fort en attaque. Et un peu moins fort, tout à fait, mais donc du tu coup, vois... peut pas vraiment être franchise. Et donc est parfait en lieutenant. Tout à fait d'accord. Kylori est en place numéro 10. On va passer en place numéro 9.
Monsieur Sam Jones pour Alex. Et j'ai mis Monsieur Chris Bosh en numéro 9. Parle-nous de Sam Jones. Sam Jones, j'ai assez vite pensé à lui. Mine de rien. C'est le mec dont on parle jamais. Très peu. Donc ça, c'est déjà une qualité qu'on reconnaît bien chez les lieutenants. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Tu parles des titres des Celtics des années 50-60, là, quand ils gagnaient tous les ans, là. On cite pas si souvent que ça Sam Jones. On parle de Bob Cousy, on parle de Bill Russell. Limite, Tom Heinsohn ou des gars comme ça vont être cités avant Sam Jones. Parce que Tom Heinsohn était commentateur et tout. Enfin, tu vois. Ce genre. Et en fait, quand tu regardes après, les matchs, c'est un peu compliqué parce que les replays, il n'y en a pas des masses, mais il y a des bouts, il y a des trucs. Mais on a quand même là un mec qui a fait 12 saisons avec les Celtics, dont 10 avec le titre. C'est un ratio correct dans l'histoire. Ratio. Hall of Famer évidemment. Top 75, on reparlera aussi du top 75 je pense tout au long de cette vidéo. 5 fois All-Star, voilà. Son prime dans les débuts des années jusqu'au milieu des années 60, c'est un mec à 25 points avec 5 rebonds, enfin c'est un putain de scoreur. Et en plus quand tu regardes bien sur la globalité de sa carrière, il a une nette tendance à augmenter ses stats en playoff par rapport à ce qu'il fait en régulière. Donc là, ça commence à te réunir les qualités d'un très solide lieutenant sur lequel Bob Cousy et Bill Russell n'ont pas hésité à s'appuyer. Je suis pas sûr que sans Sam Jones, ces Celtics auraient dominé autant. Non. Franchement. Impossible. Donc voilà, pour moi, il est dans mon top 10 des lieutenants, sans problème. C'est un peu tout faire sur un terrain. Comment ? Il y a moyen qu'on en reparle. Il y a moyen qu'on en reparle. Bah écoute, du coup, je te laisse nous parler de Chris Bosh qui, lui, n'est pas rentré dans mon top 10. Et je comprends ceux qui n'ont pas mis Chris Bosh dans la catégorie des lieutenants, parce que peut-être certains vont me dire « Oh, quand même, c'était le franchise player de Toronto ». Oui, mais bon. Bon. Si, c'est vrai. Ça l'a été. Et à l'époque où il était à Toronto, c'est le franchise. Hein. C'est le franchise indéniable, et ça l'a été, et bravo à lui pour avoir participé au premier tour des playoffs. Et c'est ce qui faisait que Chris Bosh était un excellent lieutenant, c'est qu'en fait, c'était le patron d'une équipe qui n'allait jamais aller vraiment très loin, All-Star indiscutable, formidable talent, papa de gauche, défense, attaque, rugir, boxer au rebond, la totale. C'était vraiment très très fort. Mais ce qui lui a convenu parfaitement comme rôle, et ce qui était à la fois très bon pour lui en tant que joueur, mais aussi dans sa personnalité. Parce que je pense que souvent on avait regardé Chris Bosh et on a dit un peu soft, un peu, on ne sait pas si ça va être vraiment le patron d'une franchise. Et bien lorsqu'il a rejoint Miami, c'est devenu le lieutenant parfait. C'était celui qui allait être utilisé et qui allait devoir faire des sacrifices, notion hyper importante chez les lieutenants, sacrifices. Donc, changer de poste, se farcir les sales missions sous les arceaux. On va avoir du small ball avec notamment les premiers line-up de Eric Spoelstra où Chris Bosh est pivot. Et donc, ça va stretcher le terrain pour les pénétrations de LeBron et Wade. On parle tout le temps de Ray Allen dans le corner, de LeBron, de Wade, de Spoelstra, de Mario Chalmers, de Shane Battier, etc. Chris Bosh a souvent été pointé du doigt en disant dès qu'il y a une défaite du 8, qu'a fait Chris Bosh ? C'était un petit peu ça. Par contre, quand il y a victoire, voilà, bravo LeBron et Wade et Spoelstra. Et je crois que il est un tout petit peu trop fort pour être totalement étiqueté lieutenant, mais qui n'était pas suffisamment dominant pour avoir quand même cette étiquette. Et donc du coup, je l'ai mis pas trop non plus, tu vois, parce que faut pas abuser. Mais je l'ai mis quand même dans mon top 10 parce que je crois que Chris Bosh... Il passe pas tant de temps que ça en tant que lieutenant. Comment ? Finalement, il passe pas tant de temps que ça en tant que lieutenant. Tout à fait. Mais c'est vrai que... Tout à fait. Mais c'est vrai que même si elle avait avancé, mais malheureusement on n'a pas pu le voir par la suite sur les terrains, mais même si elle avait avancé, bien comme il faut, je pense qu'avec le temps, ça aurait été un formidable lieutenant dans sa trentaine. C'est-à-dire que ça aurait été un mec où il y aurait Pat Riley qui lui aurait mis un vrai franchise player autour de lui. Je veux dire là, t'aurais foutu Jimmy Butler, ça n'aurait pas été l'équipe de Chris Bosh. NBA actuel, hein. Ouais, voilà. Mais tu vois, s'il y avait Jimmy Butler qui était là, ce serait pas l'équipe de Chris Bosh. Non, tout à fait, je suis d'accord. Ça aurait été vraiment un excellent sidekick. Non, mais ça, je suis d'accord là-dessus. Puis voilà, le côté sacrifice, le côté faudrait que je stretch. Bon, bah d'accord. Ouais, et qu'on parle pas trop de moi, c'est pas grave. Ouais, tu vois. Je vais pouvoir te laisser parler en long et en large du 8, puisqu'en 8, j'ai Sam Jones. Ah, ok. Bah, moi, en 8, je change de génération, mais je change pas de couleur. Et comment ça ? Qu'est-ce qu'il nous a fait comme couleur ? Pique ? Cœur ? Trèfle ? Sam Jones ? Kevin Trèfle. McHale. Bien sûr. Ah, Kevin McHale, lieutenant. Ah, oui. Ouais. Lieutenant, avec un parcours vraiment,
on a déjà parlé plein de fois de Kevin McHale, mais je peux refaire assez rapidement. Kevin McHale, il est des 3 titres de Boston dans les années 80. 81, 84 et 86. J'ai toujours du mal. Ce qui est assez intéressant, c'est que lors du premier titre, il est rookie ou quasi. Et il est sur le banc. On peut pas dire qu'il ait un si gros temps de jeu que ça et tout. Lors du deuxième titre en 84, là il est 6e homme. Et là il a du bon temps de jeu et il pèse bien lourd et puis ça arrive en play-off et puis en fait il finit les matchs et tout. Et puis lors du troisième titre de 86, là en fait il est titulaire et en fait au poste 4 à cette époque-là, dans les années 80, on est là, on fait... Il y a qui est meilleur? En fait, c'est peut-être lui le meilleur. Et là les Celtics de 86, la campagne de play-off de Kevin McHale, elle est en 25 points, 9 rebonds, 3 passes et 2,5 contre. Elle était monstrueux. Gros monstre. Donc là, on est sur du lieutenant parce que clairement, même en 25-8-3-2, t'es quand même le lieutenant de Larry Bird, par contre. Désolé. Tu peux tout faire, tout ce que tu veux, t'es le lieutenant de Larry Bird. Désolé, ça voilà. Mais j'aime bien cette évolution de lieutenant. Ça démarre sur le banc, ça passe 6e homme. Ça devient titulaire, toujours avec le même franchise player, Larry Bird. Il a été 7 fois All-Star. Il a été 2 fois meilleur 6e homme de l'année. Enfin, il a un bon petit palmarès avec 3 titres. Donc ça commence à être du lieutenant très très sérieux. Et là aussi, tout Larry Bird qu'il est. J'ai déjà entendu énormément de fois Larry Bird complimenter tout le taf et tout le bonheur que c'était de jouer aux côtés de Dennis Johnson ou de Robert Parrish et tout, mais aussi de Kevin McHale. Bien sûr. Et que clairement, si tu regardes ces Celtics des années 80, sans Kevin McHale, je veux bien voir ce que ça donne. Les finales contre les Celtics, là, où l'autre il va au contact quand même, parce qu'il a pas l'air comme ça, Kevin McHale, mais alors, c'est rugueux. Hein. C'est technique et rugueux. Hein. Non, c'est vrai. Donc, super lieutenant qui est passé par un peu toutes les phases qu'on peut imaginer dans un collectif, du banc, 6e homme, titulaire, toujours en fermant sa gueule, en prenant ce qu'il y avait à prendre et en progressant tout le temps, en devenant bon. Et du coup, t'as une équipe trop forte et une des raisons pour lesquelles les Celtics de 86 sont aussi hallucinants, c'est Kevin McHale. Bien sûr. On en donc reparlera. Ça rentre dans mon top 10. On en reparlera de Monsieur McHale. Merde, Mais tu me devances, que veux-tu? On va bien voir ce qu'il y aura, ça veut dire sur le podium. Sam Jones, tu as été très complet, pas grand chose à rajouter, si ce n'est, que vous pouvez faire la liste des joueurs qui sont mentionnés à chaque fois dans les années 60. Tu as cité tous les joueurs, même évidemment Red Auerbach. Je dirais même le coach est mentionné 150 fois devant Sam Jones. On est là, Sam Jones, c'est... Putain, mais merde, mais c'est le meilleur marqueur des Celtics à cette époque, oui. Ben oui. Mais c'est ça quand on est discret et qu'on met des shoots avec la planche. Merci Sam Jones. Puis, on va passer en place numéro 7. Ah, ça commence à fristouille. Là, j'ai commencé à avoir des petits dilemmes avec moi-même. Vous savez ce qui se passe quand Alex a des rictus et qu'il commence à se parler à lui seul. Ça veut dire qu'on va rentrer dans un débat sur lequel on n'est pas d'accord. Je fais une entorse. Oh. Tu vois, je t'avais dit. Quand on a parlé avant J'en étais sûr. Je fais une petite entorse. J'en étais sûr. Bon lundi à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, qu'est-ce qui t'embête là-dedans? C'est la position 7ème ou c'est le fait que je considère que c'est des lieutenants? Non, Non, mais juste pour savoir, parce que c'est intéressant, parce que moi je me suis posé la question de me dire, est-ce que Tony Parker et Manu Ginobili, puisque c'est ce qu'il y a écrit sur ma tablette, Tony et Manu, donc je les mets ensemble parce que ça m'évite d'avoir à les départager. Et moi j'ai mis Pau Gasol pour ceux qui font la vaisselle. Donc là on est sur le moment pas italo, n'importe quoi, argentino-franco-espagnol. Juste pour répondre à ta question, je fais juste du théâtre parce que dès qu'il y a Manu Ginobili qui arrive dans une vidéo du top 10 sur la chaîne YouTube de Trash Talk, je suis obligé d'en faire des caisses. Mais vous pouvez foutre Tony et Manu si vous voulez, vous pouvez même mettre Manu et Tony si vous voulez. Ouais. Mais pour moi, ce sont des grands lieutenants, tous les deux, avec des carrières immenses, mais leur carrière immense, ils les ont faites en lieutenant de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Un mec qu'on a tous les deux mis dans notre top 10, top 6, 5, 6 par là all time. Je sais plus exactement combien on l'a mis. Il est dans les 10 et il a de la place au niveau des genoux. Ouais, il est dans les 10 et Kobe Bryant. Et c'est pas Anthony Davis qui va aller le chercher Kobe dans la Bryant. tente. Alors ça. On parlera de Giannis plus tard. Ah, tiens, au passage, il n'y a pas de top 75 là. Voilà, je vous laisse en faire ce que vous voulez de cette info. Il n'y a pas de top 75 sur nos tablettes. Montre ta tablette, Bastien. Pau Gasol. Pas de top 75 non plus, tiens. Bim. Voilà. Non mais je laisse les gens faire les interprétations qu'ils voudront de cette phrase. Mais voilà. Donc oui, non.
leur franchise player, ça a été Tim Duncan. Et je ne l'aimais pas plus haut. Les gens vont dire, c'est les meilleurs lieutenants de l'univers et tout. Oui et non, dans le sens où ils ont été dans des rôles de lieutenant au sein de collectifs huilés. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pour ça aussi que je les mets tous les deux sur la tablette, parce que c'était le lieutenant. Manu, il a glissé après en 6e homme, s'est sacrifié pour le collectif. Tony Parker, on a souvent dit, toi et moi, que s'il avait été dans une équipe un peu plus pourrave, un peu moins collective, pas avec un franchise player comme Tim Duncan, bah ça se trouve, Tony Parker, sa carrière, elle est en 27 points par match. Au lieu de 18-20, tu vois ce que je veux dire ? Qu'il a été MVP des finales une fois, Tony, donc c'est quand même un achievement de lieutenant assez sérieux, mais dont on va peut-être reparler. Mais dans des circonstances qu'on connaît, c'est-à-dire que c'était aussi l'intelligence des Spurs d'exploiter une faiblesse qui s'appelle Bobby Gibson de l'équipe adverse, ou Mike Brown qui était des caves et tout. Sur ces finales-là, si demain tu me dis ouais, Tim Duncan, il aurait pu être MVP de ces finales-là, c'est pas un scandale absolu, enfin tu vois, genre je suis pas choqué de ce truc, mais bon. Donc voilà, Manu et Tony ont eu des grandes carrières internationales, donc ils ont prouvé aussi qu'à l'échelle internationale ils pouvaient être des leaders. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire pour Pau Gasol également. Tout à fait. Il me semble. Hein. Donc ouais, ça c'est du super lieutenant. C'est du lieutenant de ouf. Voilà, on est en 7 chez moi, mais j'avoue que ils ont beaucoup bougé. Hein. Ils ont été 3-4, ils ont descendu jusqu'à 9 et tout, puis j'ai fini par être raisonnable et à faire parler l'objectivité. Tout à fait, voilà. Toujours la raison. Et donc ça finit en 7. Voilà, donc toi t'as Pau Gasol en 7. On reparlera peut-être de Tony, si t'es sage. Voilà, peut-être qu'on reparlera de Pau Gasol aussi. Tout à fait. Ah Pau Gasol. Pau Gasol, évidemment, que j'ai mis dans ce top 10 all-time des lieutenants. Alors évidemment, toute l'Espagne commence à me dire quel lieutenant, frère, calme-toi. si, déjà. C'est un lieutenant, Pau Gasol. Quel lieutenant, tranquille. D'accord. Il a été formidable. Il était franchise à Memphis. Lorsqu'il arrive, Pau Gasol essaye de placer les Memphis sur la carte. Jeune franchise, ouais, tout à fait. Le problème, c'est que pour placer Memphis sur la carte, pas été hyper efficace. Vous appelez Jamorant. Tout à fait. Ou Zach Randolph et compagnie, où on a eu un peu plus d'impact de la part de ce grit and grind que les années Pau Gasol, où il y a du premier tour de playoff. Ce frangin finalement, ouais. Tout à fait. Mais c'est un peu compliqué pour Pau Gasol, qui en fait se fait souvent pointer du doigt, de par un côté, comme on a parlé avec Chris Bosh, un peu soft, incroyable techniquement, super compétiteur, mais tiens, ce serait marrant de l'avoir en bras droit d'une superstar. Qu'est-ce qui va se passer dans sa carrière ? Transfert aux Lakers. Et donc là, on découvre la plus belle version de Pau Gasol en NBA. C'est le bras droit ultime de Kobe Bryant. Et donc derrière, tu as 2 titres, quand même, 2 champions, back-to-back, si je dis pas de conneries, 2009-2010. Vous pouvez débattre si vous voulez, encore une fois, du fait que Pau Gasol était le MVP des finales 2010. Hein, on pourra toujours en débattre pendant des jours et des heures, ça. C'est pas le cas, il n'a pas eu le trophée, mais... Après, je te laisserai en parler en 2. Et Pau Gasol, je ne le mets pas plus haut, en fait, pour des raisons qui sont assez simples. C'est que quand même, il s'est bien ajusté à ce rôle de lieutenant, mais je ne peux pas penser à Pau Gasol en tant que trop lieutenant. Je trouve qu'il est un peu trop fort pour être un lieutenant, donc je l'ai intégré dans mes 10. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai intégré dans mes 10, mais en même temps, il est trop fort parce que je l'ai vu faire. Dû le mettre du coup. Du coup, j'ai un peu botté en touche. Je me suis dit, allez, on va quand même le mettre à une place un peu bâtarde. Pourquoi ? Parce que, avec ce qu'il montre en Espagne, avec ce qu'il a déjà été capable de faire avec la sélection nationale, et avec son niveau de jeu intrinsèque, je me suis dit, est-ce qu'une légende comme ça, même si elle joue derrière une superstar comme Kobe, est-ce que c'est vraiment un lieutenant ? Allez, oui, on va le garder, mais on va pas le mettre trop non plus. Donc je l'ai mis en 7. Ok. On va pouvoir passer en place numéro 6. On prend l'argumentaire. On va pouvoir passer en place numéro 6. Et puisque Alex a de l'avance sur toute sa génération, eh bien, sache-le, j'ai mis en place numéro 6, Monsieur Tony. Tout seul. Tout seul. Toi, Manu, non. On se calme. Manu Ginobili n'est pas un lieutenant, messieurs dames. On se calme. Manu Ginobili est un franchise player. On se calme. Point barre. Doucement. Monsieur James Worthy. J'ai mis James Worthy, moi, en 6. Très bien. Juste pour compléter, pourquoi juste je ne mets pas Manu, parce que déjà je vous emmerde. C'est un gros argument. C'est un bon argument. C'est un très bon argument. Non, honnêtement, c'est juste que vraiment, Manu. Ce qui est très particulier avec lui par rapport à Tony, c'est que tous les deux ont été capables de montrer qu'ils pouvaient être hyper dominants avec les Spurs. Tony, plutôt décennie 2010, Manu 2005, cheveux longs, extraordinaire. Mais je dois avouer que Manu est, et ça lui a joué dans sa carrière, combien de fois on en a parlé sur cette chaîne, est vraiment le 6e homme des Spurs. Et donc souvent, cette étiquette-là fait que
je décale un peu certains joueurs. Je me dis, si tu es remplaçant, même si Manu c'est un super remplaçant, je me dis, est-ce que c'est un lieutenant? Oui, dans les faits. Mais je sais pas, je me suis dit que j'allais juste la donner à Tony, celle-là. D'accord. Place. Et donc pour moi, Tony est le vrai partenaire de Tim Duncan, ce qui lui permet notamment d'être le meilleur passeur de l'histoire des Spurs. C'est lui, avec lui que ça se passe au niveau des pick and roll. C'est lui qui arrive tôt. C'est un meneur, il a la balle en main. C'est un meneur, il a la balle en main. Et donc du coup, j'associe... C'est un big three, évidemment. Donc on peut mettre totalement comme Alex, Tony et Manu. J'ai décidé de mettre Tony parce que voilà, j'ai l'impression que c'était un peu plus le lieutenant de Tim. Et que je dois avouer intrinsèquement que j'ai l'impression que au niveau de la hiérarchie, j'aurais bien aimé mettre Duncan, puis Manu, puis Tony. En termes de niveau de joueur. Ça, c'est un autre classement. C'est mon avis. C'est un autre classement. Moi, j'ai mis James Worthy en 6. Là, on est dans la catégorie des lieutenants. Lieutenant, pas franchise player. Enfin, en tout cas, tu me dis. Hein, Hey Anna. top 75. Oui. Hall of Famer. Oui. Pour une raison principale, c'est qu'il a quand même fortement sali le poste 3-4 pendant les années 80. Oui. Pourquoi je le mets lieutenant ? Parce qu'il avait 2 franchise players, enfin surtout Magic, mais il avait encore un Karim un peu sérieux. Après, il a vécu le déclin de Karim, enfin il avait 2 joueurs au-dessus de lui, on va dire. Abdul-Jabbar, pas Benzema. Il était le lieutenant de ces 2 gars-là. En 88, c'est lui le MVP des finales, quand même un big game James, un game 7 des finales de 88, je crois que c'est 36-15-10, je crois, un truc comme ça. Un truc un petit peu c'est sale. que nous dans 30-10-10, quoi. Ouais, voilà, bien propre, en game 7 de finale NBA. Dans les années 80. Voilà, au calme, face aux Pistons, face aux Bad Boys. Dans un match dont on a déjà parlé, qui fait partie des plus gros scandales de fin de match de l'histoire de la Ligue. Voilà. Mais bon, le MVP des finales, c'est James Worthy. On a une bonne vieille carrière en 20 points, 6 rebonds, 4 passes de moyenne. Donc ça, c'est de la bonne stat qui fait lieutenant un peu, tu vois. On a aussi, comme pour Michael, que j'avais relevé, là, je me suis amusé à regarder ça. Ça, c'est le signe aussi des bons lieutenants. C'est qu'en play-off, il a juste le pépère. Il arrive et c'est un peu mieux en play-off. Big Game James. Il envoie des trucs régulièrement et tout. Ça score, ça prend du rebond. Et en transition, c'est un délire. Après, il joue avec Magic Johnson. Donc c'est vrai que tout de suite, la transition, t'as des bons ballons. Dès que tu cours, comme par hasard, tu peux scorer. Ça, c'est sûr. Mais n'empêche qu'il faut encore être là. Il faut encore en avoir le physique, la vision, la technique et tout. Donc, parmi les grands lieutenants de l'histoire, il y a James Worthy. Ouais. On va en reparler. Je suis pas sûr que le Showtime aurait été ce qu'il a été, sans James Worthy. No way. Voilà. Bon, déjà, les soirées, non. Mais même le jeu. Même le jeu sur le parquet. On va en reparler de James, qui est évidemment dans les 10 meilleurs lieutenants de tous les temps. On va rentrer dans le top 5. Ouais. Ouais. Le top 5. Ah oui. Oui. J'ai tellement hésité pour mon classement à cet endroit-là, moi. Attention. C'est à ce moment-là qu'on va plus du tout avoir le même classement ni les mêmes joueurs. Ok. Alex a mis Kyrie Irving, j'ai mis Monsieur Joe Dumars. Ouais, j'ai mis Kyrie dans mes lieutenants, ouais. Je sais que des gens t'es fou, il a le niveau d'un franchise. C'est vrai qu'offensivement, il a le niveau d'un franchise player. Ah oui, mais c'est pas un franchise player. Voilà. Alors à ce moment-là, j'ai une question, tout à fait. Vas-y. Qu'est-ce qui fait que tu le mets devant du coup des légendes comme Worthy, etc. Dans le classement des lieutenants. Oui, tout à fait. C'est que je trouve qu'en lieutenant... C'est son niveau intrinsèque de joueur. Je le mets 5, donc j'ai des mecs devant. Je mets des mecs derrière, logiquement, que je viens de mettre, mais 5, j'ai 4 mecs devant. Tu vois, genre là, je fais des maths, mais voilà. Donc je le mets pas non plus numéro 1. Mais offensivement, je pense que ce serait le numéro 1 de mes lieutenants, ouais. Offensivement. Par contre, le lieutenant a souvent un rôle spécifique, et les lieutenants qui te font vraiment gagner et à répétition sont, en tout cas dans mon classement, des lieutenants des 2 côtés du terrain. En tout cas, moi, mon classement, j'en suis arrivé à cette conclusion. Du coup, ça m'a fait un peu baisser Kyrie. Mais pourquoi Kyrie rentre quand même dans mon top 5 ? C'est parce qu'on a là un lieutenant qui est capable, par son talent offensif, de suppléer complètement le franchise player. Ou de se mettre à côté du franchise player. Par exemple, le Game 5 des finales de 2016, t'as LeBron qui est complètement ouf, mais t'as Kyrie qui est tout aussi ouf, tu vois.
Et ça, c'est un rôle, c'est un niveau de lieutenant assez rare en fait dans l'histoire. Mais personne pourra dire que Kyrie c'était pas le franchise player, c'était le lieutenant de LeBron. Enfin, ou alors j'ai raté des trucs. Bastien, t'as pas l'air d'accord. Si, je vais te donner mes arguments après. Donc, pour moi, Kyrie Irving est, de par son manque de défense, son côté parfois manque de régularité, il y a des blessures, il y a des fois il est pas là au moment où il faut, c'est une qualité de franchise player, mine de rien ça. Plein de petites choses comme ça qui me font le faire glisser du côté des lieutenants. Mais du coup, une fois qu'il a glissé du côté des lieutenants, offensivement, je le mets tout en haut. Et du coup, je trouve un équilibre et j'aime bien en 5. Je trouve ça bien, je trouve ça lui va bien. Il est dans le top 5. C'est un lieutenant exceptionnel à avoir. On le voit encore aujourd'hui chez les Nets. C'est le lieutenant de Kevin Durant ou pas ? Oh, bah si. Bien sûr. Voilà. Et s'il allait, je dis n'importe quoi, si c'était pas James Harden qui avait été tradé, mais Kyrie Irving qui avait été tradé à Philadelphie, il serait le lieutenant de Joel Embiid. Et ce serait génial, tu vois. C'est un super lieutenant, c'est un lieutenant offensif incroyable. Voilà. Capable de suppléer, de te faire gagner des matchs juste avec son attaque. J'ai pas réussi à mettre Kyrie dans mes 10. D'accord. Pourquoi ? Parce que tu le considères pas comme un lieutenant. Parce que je le considère pas comme un lieutenant. Pas pour un problème de niveau par rapport aux autres lieutenants. Non. Voilà. Tu considères pas comme un lieutenant, mais du coup, tu considères que c'est un franchise player, Kyrie Irving ? Non, c'est Kyrie Irving. D'accord, ok, bonne réponse. Non mais j'aime bien, ouais, tout à fait. Non, en mais fait, argument imbattable. Non mais en fait, en vrai, un des premiers trucs qui me vient à l'esprit avec Kyrie, c'est que le lieutenant, tu peux compter sur lui. Kyrie, tu peux compter sur lui quand même. Et ce que je veux dire par là, c'est que notamment dans les grands lieutenants qu'il y a dans l'histoire, ce sont notamment des gars où tu sais que ton franchise, il peut compter sur lui et qu'il n'y a pas de problème. Pour moi, lorsqu'on me raconte LeBron et Kyrie, il y a évidemment les souvenirs de 2016 qui reviennent, mais il y a aussi le départ de Kyrie, où il a envie de partir parce qu'en fait, ça ne va pas du tout. Ensuite, il y a ce qui s'est passé à Boston, où, en effet, là, on a vu que c'était pas un franchise, et en effet, ça l'est pas. Et du côté de Brooklyn, je vais pas ressortir toutes les affaires qui ont eu lieu là depuis son arrivée, où en fait, je pense que en tant que joueur, dans l'étiquette du joueur, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire sa production, son apport et son côté sidekick parfait avec certains franchise players. Il peut jouer à côté de n'importe qui. À côté de n'importe qui parce qu'il est trop fort, évidemment. Mais je n'arrive pas à... Je trouve que lieutenant, ça a une connotation très belle et positive de quelqu'un qui c'est pour ça qu'il est que 5 chez moi. Mais oui, mais j'ai l'impression qu'un lieutenant, ça aide un franchise player, tu vois, ça le soutient. Il a aidé Kyrie plein de fois. Ah, comment quand même, plein de fois. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment Kyrie. C'est pour ça que quand tu me disais c'est quoi ton argument, je disais c'est Kyrie Irving, c'est parce que c'est un joueur tellement ovni à part que j'arrive pas à me dire Kyrie Irving est un lieutenant. J'ai l'impression que Kyrie Irving est une espèce d'ovni, mi-franchise player, mi-leave me alone. Ou en fait, c'est un lieutenant, pas un lieutenant de la plus grande fiabilité, mais certainement un des plus talentueux de tous les temps, de toute l'histoire des lieutenants. Mais comme il a un problème de fiabilité, de régularité et de défense, on va pas se le cacher quand même, du coup, moi il est que 5, et toi il est même pas dedans parce que voilà, c'est Kyrie Irving. James Worthy est premier choix de draft ? Numéro 1, James ? Oui, c'est ça, t'as raison, il est premier. Ouais, lui aussi. Et Kyrie ? Ouais. C'est tout ? Non, mais il n'y a pas de... Oui, c'est tout. Il n'y a pas de... Je veux dire... Non, je parle dans le classement. Ah oui, les gars au-dessus sont draftés plus bas, ouais. C'est pas un élément déterminant, mais c'est juste que c'est intéressant de voir aussi que des garçons qui arrivent en premier choix de la draft, soit ils débarquent dans une franchise, là, James Worthy, vas-y, laisse tomber, soit quand t'es numéro 1, quand même, on attend de toi que tu sois un franchise. Ouais. Et il y en a qui deviennent Sally Wiggins, qui peut peut-être devenir un excellent lieutenant. Voilà, c'est ça, en fait. Et d'ailleurs, faire une grande carrière de lieutenant... Vous voyez bien les noms des joueurs qu'on est en train de citer. Je veux dire, moi, il y a un paquet de mecs que j'ai dans mon top 100, en fait, là. Bien sûr, mais Ben Simmons, ça va être non pas un franchise player, mais un excellent... tout à fait. Voilà, donc moi, j'ai ça. Toi, t'avais quoi en 5 ? Oui, t'avais Joe Dumars. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui sera mentionné par la suite. Ah oui, bien sûr. Ok, cool. Écoute. Encore une fois, les Pistons, les Bad Boys dans les années 80, de qui on parle à chaque fois, on parle bien évidemment de Chuck Daly, d'Isaiah Thomas, de Bill Laimbeer, de Rick Mahorn, même on va être les premiers à se taper des barres sur les écrans de Ricky. Mais souvent on oublie Joe Dumars, Gentleman Joe, on oublie qui était le sidekick d'Isaiah Thomas, on oublie un peu trop parce qu'en fait, il n'est pas aussi exubérant, il n'est pas aussi vilain que les autres. Mais alors quel apport et quelle présence fondamentale pour ces Pistons, parce que comme le dira un certain Michel Jourdain, ou Michael Jordan traduit en anglais, parmi les joueurs qui ont le mieux défendu Michael Jordan dans sa carrière, il y a Monsieur Joe Dumars, et notamment parce que, en silence, il fallait se coltiner en défense les meilleurs extérieurs adverses, bien orientés vers les tueurs à gages qui étaient dans la raquette, et
c'était pas pour 8 points de moyenne. On n'est pas sur Avery Bradley ici, on est sur Joe Dumars, donc ça veut dire que Offensivement, c'est un killer. offensivement c'est un gros killer, que c'était le premier à raconter de manière assez jolie qu'il avait des posters d'Isaiah Thomas dans sa chambre d'ado et que soudainement il se retrouve à jouer avec lui, mais qu'en gars du Sud, un peu discret, un peu silencieux, qui va pas gueuler comme les autres, eh bien il va juste faire son boulot, et lorsqu'on lui dit en playoff de faire le travail et d'aller punir notamment les Lakers en finale NBA, il va être MVP des finales, il rentre dans cette catégorie des joueurs qui sont MVP des finales en étant de purs lieutenants. Joe Dumars, obligatoire top 5. Je l'ai en 4. Tu l'as en 4. Je le mets en fait. Je t'en prie. Tu Comme peux ça. compléter, comme ça moi je mets mon 4 pendant ce temps-là. Qu'as-tu à ajouter sur monsieur Bah, c'est le Gentleman gentleman Joe. au milieu des bad boys. C'est le mec qui a amené de l'équilibre. C'est le mec dont Chuck Daly disait que tout le monde se tournait un peu vers lui quand les conflits, quand l'atmosphère montait trop dans le vestiaire des bad boys de l'époque. Toi, t'as parlé de ses défenses sur Jordan. Moi, je citerai aussi. Donc, il est MVP des finales. Mine de rien. Bon, Magic est diminué. Hein. Mais justement, Magic diminué, Joe Dumars, il en a fait qu'une bouchée en fait. Il est arrivé, il a fait très bien, parfait. Donc je vais le faire souffrir, il pourra pas me défendre et moi je vais me battre sur lui quoi. Donc ça c'est les grandes qualités de Joe Dumars qui était dit un gentleman sur le terrain, tout sauf un gentleman, c'était un mec qui jouait dur Bien et sûr, tout. bien sûr, bien sûr. Grand talent offensif, il a toujours accepté comme tu l'as très bien expliqué son rôle de sidekick sur la ligne arrière de Isaiah Thomas. Je crois pas avoir vu son nom sortir dans le top 75. Je crois pas non plus, et ça n'a jamais été. C'est le lieutenant parfait, hein, il pourrait être plus haut même pour certains, et il a pas de deal de chaussures à droite à gauche, c'est pas une superstar commerciale. C'est vraiment un joueur qui est oublié, souvent. On l'a dans notre top 100. Donc dans le top 75, Dans notre il y a top 100. Damian Lillard, mais il n'y a pas Joe Dumars. Tu sais comment ça se passe. Non mais attends, je veux dire, c'est pas faire offense à Damian Lillard, c'est juste vraiment, je me dis, putain. C'est pas une balle perdue, c'est une balle perdue. Ouais, c'est une. Non, elle est pas perdue, elle est visée, mais je m'en fous. Même où il y a Anthony Davis, mais il n'y a pas Joe Dumars. Enfin, tu vois, tout ça, ça montre à quel point Joe Dumars, il était dans un rôle de lieutenant de l'ombre. Limite, on pourrait le mettre dans les soldats, lui. Non, il est trop fort pour être un soldat. Il joue beaucoup trop bien au basket. Mais il me semble bien qu'il n'est pas dans le top 75, l'ami Joe Dumars. Hein. C'est ça que tu es en train de vérifier ? Non, j'aurais notre top 100. Ah bon. Top 100, genre vers la place 60, par là, non ? 65 pour Bibi, et toi 63. Tu vois ? On est bon. Il est combienième Lillard ? Rattrapez-vous, là, Dans mon il top est- 100, il est combienième Lillard ? Et là, attends, je vais changer d'onglet. change de fichier aussi. Hein. Bref, donc voilà. Donc, non, mais ouais, je l'ai mis 4ème, moi. Bien. Bon. Il est après, top 5, ça veut dire qu'en gros, il est top 5. Il a chipoté avec le podium pendant un bon moment, mais après, c'est vrai que j'avais un podium assez dessiné quand même. Pas facile à déloger, qui va clairement pas être le même que celui de Bastien. Enfin, en tout cas, au moins sur un an, parce que je pense quand même qu'on a. Je pense qu'on a. Ah, c'est qui ton 4 ? Mon 4, c'est Kevin McHale. Ok. Donc je pense qu'on a 2 noms en commun sur le podium. Bah, quand même. j'espère. Ah, j'espère aussi, parce que sinon ça va être compliqué de discuter. Quoi. La vidéo va finir plus vite sinon. Il y a intérêt que ce soit Et dans, en race grande. il y a intérêt que ce soit dans le même ordre aussi. hein. Oh là là, ouais, bah on verra Bon, pour ça. bref, non mais je sens le blasphème venir là. Oui, tout à fait. Ouais, Kevin McHale, ouais, tu as mis net plus haut Alors que oui, moi, juste- mine de rien. Tout à fait. Juste sur Joe Dumars, en tout cas, ça vous montre que Eh ben, nous sommes d'accord, c'est top 5. Hein. Vous le mettez en 4, en 5, en 3. Les fans des Pistons le mettent en 1, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un top 5, hein, lieutenant. Pistons. Kevin McHale, que tu as mis donc en 7, 8 Alors 8. 8. Que je mets un peu plus haut parce que. Parce que quand tu regardes la fiche de Kevin McHale, en fait, qu'est-ce que tu veux demander de plus ? C'est-à-dire que il faut être suffisamment discret pour laisser la place à Larry Bird, pas de problème. Il faut être suffisamment fort pour dominer les extérieurs. Comment ne pas raconter cette anecdote de McHale qui met combien ? 56 points là, dans un seul match, avant que Larry Bird lui prenne le record 10 jours après, lorsqu'il fallait scorer. On parle d'un des meilleurs intérieurs de tous les temps, mais pas suffisamment franchise player, puisqu'il a toujours joué avec Larry Bird, pour être considéré comme le patron des Boston Celtics. Qu'aurait donné Kevin McHale dans une autre franchise ? Parce que là, plus on monte, plus on revient à un thème dont je t'avais parlé en off, c'est qu'aurait donné certains de ces joueurs en tant que patron d'une franchise. Oui. Pour McHale, c'est un what if assez formidable. Parce que Oui, quand on parle... Tu crois vraiment qu'il aurait été franchise, ouais, McHale, Ah ouais. ouais, non mais pourquoi pas. Hein. Et je dis pas que ça aurait emmené une franchise jusqu'au bout, parce que c'est pour ça qu'il est lieutenant, mais par contre, je suis sûr et certain qu'il aurait produit comme un zinzin, Ça c'est possible. parce que c'était un des meilleurs joueurs offensifs de l'histoire, au poste, à chaque fois qu'on a fait les top 10 au poste, footwork,
tous les moves. Disons que si tu le gaves un peu de ballon, il y a moyen que ça score. Je suis d'accord. Il aurait pu faire des dingueries. Il aurait pu être parmi les meilleurs scoreurs de la NBA sans problème. Mais là, c'était parfait à Boston. Parce qu'en plus, il y a l'attitude qui va avec. 1984, finale NBA face aux Lakers. Danny Ainge qui est le premier à gueuler. Mais les gars, on est en train de se faire showtimer dans tous les sens. Il faut que quelqu'un fasse une flagrante. C'est pas du tout dans le registre de Kevin McHale, qui est plutôt un enfant de cœur. Un enfant de cœur avec du bon trash talking dans tous les sens, des gros coups de coude. Mais généralement, c'est pas lui qui va faire ça. Body slam sur Kurt Rambis. Le lieutenant, le gars qui arrive et qui dit, là c'est pour l'équipe. Je vais me sacrifier moi. Il va y avoir une baston, il n'y a pas de problème, mais je vais faire le travail. Et après, on dira bravo Larry Bird, et bravo Casey Jones, et bravo tout ce qu'il peut y avoir sur Boston. Souvent, on oublie Kevin McHale, et on est là, genre, ouais, c'est vrai qu'il avait quelques moves au poste, mais sinon, pas top. Et c'est marrant, t'entends les Tim Duncan, tous les autres garçons qui disent qu'au poste, ils se sont inspirés de McHale, mais jamais en tant que franchise player. C'était le sidekick parfait. Et je pense que quand on fait même la liste, je sais pas si tu fais la liste, des meilleurs... des meilleurs ailiers forts de tous les temps et même des meilleurs combos extérieur-intérieur. Si on devait avoir un très très fort meneur avec un excellent intérieur lieutenant, McHale il tombe tout de suite dans les mentions. Avec là tu disais Anthony Davis ou Pau Gasol ou quoi que ce soit, mais on est dans ce registre-là. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus haut. J'adore Kevin McHale et en tant que lieutenant il a été parfait pour 3 titres des Celtics dans les années 80. C'est vrai. Non, mais lieutenant formidable. Mettez où vous voulez évidemment. Le roi du Sleepy Hollow. Va falloir rentrer sur le podium là, je crois. Oh putain, ah là oui. Oh là là. Là, je vais mettre mon 3. Tu fais comme tu sens. Moi, je vais mettre mon 1. Je ne comprends pas le concept. Ok, ça me va. Pau Gasol en 3 pour moi. James Ward. Ouais, moi, Pau Gasol, il est sur mon podium. T'es lieutenant. Parce que, contrairement à d'autres lieutenants, il y a Pau Gasol, donc son arrivée aux Lakers est issue d'un gros trade, ou comme tu l'as bien dit, à Memphis, on l'essayait en franchise player juste avant. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certaines personnes qui sont pas forcément des fans absolus de Kobe Bryant vont te dire Pau Gasol a sauvé la carrière de Kobe Bryant et tout machin. C'est à mon avis excessif, mais il y a du vrai dedans. C'est-à-dire que la différence entre les Lakers de la saison 2006-2000, enfin de la période 2004-2007 et les Lakers à partir du milieu de la saison 2007-2008 pour ensuite où ils vont quand même 3 fois en finale, dont 2 qui gagnent, la différence collective, elle est majeure. Et elle est majeure parce qu'il y a des joueurs qui prennent sur eux, parce qu'il y a un coach qui est capable d'adapter des choses et tout, et que Kobe aussi a accepté, a mûri, il y a eu, tu vois, il y a plein de choses. Mais Pau Gasol, il change un collectif, Pau Gasol. Il arrive en tant que lieutenant, ils se font tout de suite, grâce à son intelligence de jeu et à sa qualité technique, ils se font dans un peu n'importe quel système. Ils vont dire, faudra jouer attaque en triangle, l'autre il a fait d'accord, tu vois. Ça serait bien que tu... Comme là, en fait, on va jouer le Magic et qu'il n'y a pas grand monde pour défendre sur toi, ça serait bien que tu les défonces, en fait, dès que tu as l'occasion. Tu peux les défoncer. Voilà. Et puis... Ouais, c'est vrai que sur les Celtics, ça va pas être facile. Ça serait bien que tu fasses une série en 20-12, Pau, c'est 18-12 ou je sais pas. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Les finales de Pau Gasol contre les Celtics qui se terminent en 7, c'est énorme. Mais les playoffs de Pau Gasol en 2009, c'est du lourd aussi, du très très lourd. Et donc, non seulement le type sur la scène internationale, il a été dominant, il a été un leader avec sa nation et tout. Non seulement il a une longévité, vous voyez l'envers du décor, là, wow, il y a des secrets de famille qui sont révélés, là. Non seulement tu peux pas ne pas penser à Pau Gasol sans penser lieutenant de Kobe. Moi, je lui mets l'étiquette de lieutenant vraiment à Pau Gasol, en fait. Oui, je comprends. Et je trouve que humainement, collectivement, techniquement, tactiquement, c'est le lieutenant parfait, quoi. Il pouvait rien arriver de mieux à Kobe Bryant. Rien. Je suis d'accord. Bon, en fait, c'est tout con. Je l'ai mis derrière certains gars parce qu'en fait, notamment dans ce qu'ils ont accompli, en fait, c'est un peu moins que d'autres, quoi. Quand même. Oui, bien sûr, mais je veux dire, tout à fait, c'est du sale. Mais je veux dire, c'est moins, pour moi, c'était moins que Worthy, moins que McHale, moins que Tony et moins que Joe Dumars. Moins que Tony ? Je trouve ça différent quand même. Pau Gasol, il change un collectif, quoi. Ça passait pas un tour de playoff avant qu'il arrive. Hein. Bien sûr, quand je dis juste moins, c'est
donne-moi ton Ouais, CV. mais il y a le Enfin, contexte quand même. je n'exclus pas le contexte. Il y a un moment où on doit classer nos joueurs, et c'est vrai que je l'ai mis un peu moins en haut, je mais comprends. par contre, je te suis totalement sur l'aspect pur de ce que représente Pau Gasol. C'est qu'en fait, c'est le lieutenant idéal. C'est le lieutenant avec un grand L. J'ai donc mis James Worthy en 3, c'est un des 3 premiers noms qui m'est venu à l'esprit lorsqu'on a commencé ce thème. Je me suis dit, voici les 3, et après je vais essayer de faire mes recherches. Bien sûr. Moi aussi, je me suis dit ça, puis j'ai changé mon podium après avoir fait mes recherches. Et après, t'as fait tes J'ai recherches, non, voilà. quand même. Et j'essaie de respecter un peu le sentiment intrinsèque et premier lorsqu'on parle d'un thème, et on va faire quels sont les visages auxquels tu penses, et je pense tout de suite à James Worthy qui, par contre, comme on l'a dit avec Kyrie, est un numéro 1 de draft, a été extraordinaire au niveau amateur, donc sur la scène universitaire, et on s'attend à un James Worthy qui pourrait être vraiment franchise. Il y a d'ailleurs du transfert, si je dis pas de bêtises, de ça. Il n'y a pas une histoire avec Dominic Wilkins ou une connerie comme ça, il faudra que je revoie. Les Lakers, finalement, à Utah, et un transfert, Atlanta, enfin bref. Ceux qui ont la story, n'hésitez pas à confirmer. James Worthy, ce sont les Lakers de Pat Riley, ce sont les Lakers de Chick Hearn, ce sont les Lakers de Magic Johnson et de Kareem Abdul-Jabbar. Ce sont même les Lakers quelque part de Paul Westhead, enfin on mentionne tout le monde, de Byron Scott, de Michael Cooper. James Worthy, c'est le lieutenant parfait pour la contre-attaque de Magic Johnson. On peut me sortir le coupe-loupe pour Michael Cooper ou Byron Scott qui mettait des posters sur le côté droit. Le partenaire principal en contre-attaque, c'est James Worthy. Donc pour ça, il faut qu'il y ait un moteur, Magic Johnson, et il faut qu'il y ait un lieutenant, James Worthy. C'était parfait. Lorsqu'il faut demander à un lieutenant de contribuer dans des moments importants, c'est là qu'il se révèle. C'est-à-dire, on peut toujours compter sur les franchises, mais au cas où, si vous avez un de moi, je vais être trop fort. Et donc, comme tu l'as très très bien dit, c'est James Worthy qui step up au niveau des playoffs. C'est Big Game James qui fait des dingueries. On ressort tout le temps cette histoire de Game 7 contre Détroit. C'est vrai, il y a d'autres matchs autour. T'es pas MVP des finales sur un match. Non, tout à fait. C'est qu'autour, il y a eu aussi des grosses rencontres. Et donc, souvent, on parle de l'émergence de Magic au scoring, et puis Kareem Abdul-Jabbar qui laisse sa place. Mais on ne parle jamais de James Worthy. Et pourtant, c'est marrant, en tant que lieutenant discret, il est dans le top 75, il fait ses trucs, il a ses bagouses, il est dans l'histoire des Lakers. J'ai tout de suite pensé à son nom avec 2 autres garçons, qui je pense pareil vont être les mêmes que toi, à voir dans quel ordre ou pas. Mais il est sur mon podium, et je me demande ce que James Worthy aurait été en franchise. Je ne sais pas, parce qu'il avait quand même un sacré palette au poste, et puis un joueur magnifique à voir jouer. Mais le mental de tout à fait. leader. Mais il aurait jamais. J'ai peut-être des doutes. Tout à fait. Mais il aurait jamais pu aussi bien tomber qu'aux Lakers. Ah non, jamais. ça, c'est sûr. Et quel dragster en contre-attaque, le lieutenant Magic parfait de à la Magic. main. Quelque part, j'ai envie de dire, franchement, le meilleur lieutenant de Magic, c'était James Worthy, quoi. C'est pas, il y a pas de Kareem Abdul-Jabbar ou quoi que ce soit. Non. C'est Worthy. Même quand après, ça c'est justement, c'est fort de la part d'un lieutenant d'avoir Kareem Abdul-Jabbar qui décline et de continuer à avoir le même niveau de qualité de jeu chez les Lakers avec Worthy. Et évidemment, Magic et d'autres garçons qui font le travail, Icy Green, etc. On va passer en numéro 2. Tu crois qu'on a besoin d'écrire tous les deux ou pas? Ok, vas-y. Tu sais quoi, non? Les gens veulent vivre l'histoire. Ok, c'est bon. J'ai eu Klay peur, Thompson. hein. Bah arrête. Klay Thompson. Klay Thompson, numéro 2 des lieutenants. Klay Thompson est un lieutenant. Oui. Et un peu dans l'image de ce que tu viens de dire par rapport à Worthy. On aimerait bien potentiellement voir ce que pourrait donner Klay Thompson Ça a toujours été un débat. en mode franchise et tout. Toujours est-il que c'est pas le cas et puis que c'est pas sûr que ce soit le cas, ne serait-ce un jour. Donc, c'est un lieutenant. Mais alors, quel lieutenant? C'est parfait. Oh, C'est le splash bro du bro. C'est le défenseur de la défense. C'est l'attaquant quand il y a besoin et quand il faut être clutch. Pour voir là. Game 6. Déjà, ton lieutenant, c'est un des meilleurs shooters de tous les temps. Comme ton franchise player. Donc déjà, ça, c'est pas mal. C'est formidable. Ensuite, ton lieutenant, effectivement, tu viens de le dire, ça rechigne pas sur les missions défensives. Ça le fait même plutôt bien. Ça se développe là-dedans. Une grande intelligence défensive chez Klay Thompson. Il faut pas l'oublier. D'ailleurs, c'est impossible de l'oublier. En fait, quand il suffit de regarder jouer un peu les Warriors, il fait ah ouais. Voilà. Pyromane. Il y a plein de matchs des Warriors, c'est Klay Thompson qui les gagne. Il les gagne. Oui, chef. Ouais, c'est le il lieutenant. gagne. C'est... Et
comme il a la chance, lui aussi, comme Worthy, d'être dans un collectif absolument incroyable, dès qu'il est un peu chaud, il a tous les ballons. Parce que ça aussi, c'est la classe et la qualité des grands collectifs. C'est-à-dire que le mec commence à être chaud, fait « Ah, trop bien, hein, t'as Draymond Green, Steph Curry, Iguodala, ils font « Il est où ? Il est où ? Ah, il est là-bas. Allez, Cherchez-le !» Merde, j'ai raté ma passe. C'est pas grave, il y a 3 points, t'inquiète. Tu vois, voilà. Non, c'est vrai, il a aussi cette chance-là, mais il l'assume parfaitement. Donc offensivement, on a un des meilleurs shooters de tout le temps, on a un très très grand attaquant, Klay Thompson, ça drive, ça peut chercher des potes, ça peut fade away au poste, ça catch and shoot, enfin ça fait beaucoup de choses, ça joue bien en transition, enfin voilà, c'est dingue, qui défend bien, avec une taille, une qualité athlétique qui lui permet vraiment d'avoir de la polyvalence sur plusieurs postes. C'est assez important pour les lieutenants, ça. C'est pratique, quoi. Ton lieutenant, quoi qu'il arrive, il joue, quoi. Donc, ouais, non, vas-y, rajoute des trucs. Mais ouais, Klay Thompson, j'ai tout de suite pensé à lui. Tout de suite, évidemment. Enfin, tout de suite après un autre. Oui, mais voilà, mais tu as été très complet. Juste, maintenant qu'on rentre dans l'élite des lieutenants, n'oubliez pas, et là on vient de parler de garçons comme des John Starks, ou des Kyrie Irving, ou des... ça veut dire qu'on n'a pas... Ouais, on reparlera après de Chris Middleton. Non. Qui va... Non. Il n'est pas rentré dans mon top 10. Qui va essayer peut-être un jour de rentrer dans le top 10. Être lieutenant, c'est pas qu'une étiquette qu'on te colle, c'est aussi... Il faut que ça fitte avec la personnalité. Et Klay Thompson a la personnalité parfaite du lieutenant. Quelque part, j'ai envie de dire, il l'a encore plus que le numéro 1. Dans l'acceptation de ce qu'il est vraiment. Attention, on va reparler après de l'ami de Toronto. Tout à fait. Mais Klay Thompson, ce que j'ai trouvé formidable depuis le début de sa carrière, c'est que s'il était un peu plus exubérant, s'il était un peu plus envoyez-moi les pubs, moi aussi je veux être une star, etc. Eh bien peut-être que ça matcherait pas autant en fait avec Steph. C'est vrai. Sauf qu'un un lieutenant parfait, c'est aussi celui qui dit allez-y, donnez à Steph tout. Va faire les photos avec Obama, fais les trucs, sois l'emblème de la NBA. Moi, je vais être le lieutenant. C'est-à-dire que je vais faire le sale taf. Quand je faisais chef, oui chef, vous avez besoin de moi, Game 6 Klay. Il y a besoin que je prenne feu, je suis là. Mais je vais pas aller chercher non plus les studios télévisés et qu'on fasse des putains de films et documentaires sur moi. Je vais rendre service, je vais prendre des photos après avec mon chien, interviewez-moi si vous voulez et on va se taper des barres, mais je reste dans l'ombre. C'est pas... Steph fait des célébrations. Draymond est la gueule et les poumons de Golden State, on a toujours parlé. Mais putain, c'est parce que Klay aussi est rentré parfaitement dans la case du lieutenant que du coup tout tourne autour. Parce qu'il n'y a personne qui a joué ce rôle. C'est lui qui le remplit. Et en ça, en plus de tout ce que tu as très bien dit sur son palmarès et son style de jeu, je trouve que la personnalité de Klay, c'est celle qui est peut-être la plus identitaire avec le terme de lieutenant. Je trouve. Maintenant, il est deuxième. Ouais, il est deuxième. Et on va pouvoir débattre après de s'il peut rattraper le 1, mais il est deuxième. Parce que, à qui vous avez pensé lorsqu'on a dit que ça allait être un top 10 all-time des lieutenants ? Michael Jordan. Scottie Pippen. Ouais, Scottie Pippen. C'est le lieutenant. Bah ouais. Tu peux pas faire mieux. Parce que je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire sur le côté mentalité de Klay. Il a pas aimé. Mais je pense que Scottie Pippen, s'il avait eu Steph Curry comme patron, peut-être qu'il l'aurait mieux vécu aussi sa situation de lieutenant. Peut-être qu'il aurait moins de bagues aussi, hein, attention. Je dis pas le contraire. Ouais, mais peut-être qu'il aurait mieux vécu. Parce que Klay, il a aussi un franchise player qui, quand il est en feu, lui file tous les ballons et est trop content pour lui, quoi. Et là, trop bien et tout, machin et tout. Tu vois, vas-y, barre mon record, vas-y, tu vois. C'est vrai, on l'a vu. Il lui file le ballon pour. Enfin, bref, voilà. Je suis pas sûr que Jordan était dans ce genre de délire en tant que franchise player. Et d'ailleurs, c'est d'autres qualités qu'il avait. Après, là où pour moi Scottie Pippen est intouchable en termes de lieutenant, c'est que en franchise player, il a montré des choses pendant l'absence de Jordan quand même bien sérieuses. Je veux dire, on a des Bulls à 55 wins quand même l'année où Jordan fait du baseball. Alors qu'ils n'ont pas tellement remplacé Jordan. Enfin, tu vois, genre numériquement, ils ont dû le remplacer par Scott Burrell. Je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, tu vois. Genre c'est compliqué quand même. Alors que voilà, Pippen, mais après mentalement, faut voir jusqu'où il pouvait emmener. Cette année-là, ça s'arrête en demi de conf contre les Knicks et tout. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Mais offensivement, pour scorer sur contre-attaque, c'est une tuerie. Sur demi-terrain, c'est pas dégueu. On a ici un ailier passeur. Et puis,
je veux dire, ton lieutenant, c'est arguably le meilleur défenseur extérieur de tous les temps. Franchement, c'est à cause, quoi. Puis il est quoi? Il est top 30 de notre classement top 100 Et all-time. tiens, all-time, il est là. Ouais, top 30, il est plutôt même top 25, non, Ouais, c'est Scotty, ça, non. Il est haut, hein, Scotty, c'est normal. Donc, Klay Thompson défend bien. Mais Scottie Pippen, pardon. Non, mais tu vois, genre, Klay Thompson est un très très bon défenseur. Mais Scottie Pippen, c'est un autre délire. Puis la coupe. Enfin, ouais. Et puis offensivement, Klay Thompson est un meilleur shooter que Scottie Pippen, mais le reste. Non, le reste c'est pour Scotty. Et voilà. Et puis, Scottie, il a 6 bagues parce qu'il a joué avec Jordan. Mais quand même, Jordan sans Scottie Pippen, Jordan lui-même. il a raison, c'est vrai. Heureusement qu'il le dit, Jordan, c'est vrai, on le sait tous. Quand t'as un lieutenant comme ça, évidemment que tu es le joueur que tu es, Michael Jordan et tout, mais que t'as certainement pas autant de titres collectifs. Bon, d'ailleurs, Steph Curry sans Klay Thompson, enfin, je veux dire, de toute façon, tous les lieutenants qu'on a cités, là, il y a des franchise players qui peuvent leur baiser les pieds, hein. tout On à est fait. bien d'accord là-dessus, hein. Tout à fait. Mais en l'occurrence, Pippen, il a 6 bagues. La complémentarité entre Steph et Clay est folle. La complémentarité entre Jordan et Pippen, c'est un tout autre niveau. C'est ce qui fait limite frissonner n'importe quel fan. Tu parlais des Clippers lorsqu'il y a eu l'association Kawhi-Paul George. C'est que les gens ont cette image Ah ouais, absolument je suis d'accord. légendaire et élite Les deux two-way, là. de deux two-way. Et ça fascine les fans de basket en fait. ouais. Parce que vu qu'on a eu ce template qui est en fait numéro 1 des meilleurs templates, et on pourra reparler de duo, etc. Mais d'avoir attaque, défense, man alpha, vas-y, à ton tour, à mon tour, on y va. Tu cover, je prends derrière. Contre-attaque, passe no look. Passe avec la planche, vas-y Automar. 3 points, feinte. Les mecs sont trop... Ce sont des quasi siamois, ils sont parfaits l'un avec l'autre. Donc Pippen et Jordan, pour moi, c'est ce qui fait que Pippen est numéro 1, je suis d'accord. Ouais. Ceci étant dit, et je veux bien ouvrir le débat, c'est que Pippen n'a pas l'air d'avoir trop bien vécu ça, Non. que ce soit dans ses écrits, dans ses explications, etc. Et on est obligé à chaque fois de reparler de ce fameux moment où il refuse de rentrer en jeu, c'est un shoot sûr. pour Tony Kukoc, etc. Face aux Knicks, je crois que c'est un tir au Ouais, je sais buzzer pas, en playoff, ouais. une connerie comme ça. Et il y a des côtés de Pippen qui font qu'il est un peu moins le lieutenant parfait par rapport à Klay Thompson, où en fait, Pippen voulait tellement être plus que ça et se détacher de cette étiquette. Je trouve que Klay Thompson, il porte cette cape fièrement. Moi, je l'attribue plus au rôle du leader qu'au rôle du lieutenant lui-même, ça. Alors j'entends, mais tu vois, Klay, je trouve, en a fait une fierté. Oui. Pippen en a fait limite un sort. Je comprends ce que tu dis. Je vois ce que tu dis, mais je te dis, si le leader laisse un peu plus manger son lieutenant est tout de suite plus content. Ce que j'entends aussi. Michael Jordan laisse rien manger à personne autour de lui, et c'est comme ça qu'il gagne, hein, attention. Hein. Et Pippen sans parce qu'on dit Michael Jordan sans Pippen, mais Pippen sans Michael Jordan, t'es peut-être dans le classement des monstres sans bague. Hein. Donc attention. Non mais tu vois, j'ai pas de problème à le dire. Hein. Mais juste, tu vois, il y a ce côté aussi, Klay, tout le monde des sportifs de ce niveau-là, ils ont tous de l'ego et tout. Klay, il a aussi eu en Steph Curry. Comme je disais tout à l'heure, le mec il veut bien lui laisser battre ses records, il fait des passes et les splash bros. Et Curry c'est Chef Curry, mais les splash bros c'est ultra connu quoi. Bien sûr. Ils ont un surnom, Pippen et Jordan, de duo? Non, bien sûr. Non, parce qu'il y a Michael R. Jordan et à côté de lui il y avait Pippen. Ouais, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois complètement. Donc et je pense que c'est plus dur à vivre. Et c'est plus dur à vivre très certainement, mais c'est vrai que si j'ouvre en fait cette discussion, c'est parce que ce soit les fans de Golden State ou même les fans de basket en général, est-ce que Klay Thompson peut aller rattraper Scottie Pippen? Moi s'il gagne d'autres bagues, pourquoi pas hein. En fait, ouais. si tu vas aller gagner d'autres bagues, que t'es revenu de ta sûr. blessure et que t'as toujours été le bras droit de Curry, je veux dire, s'ils font leur carrière jusqu'au bout là, les zinzins là, à Ensemble, Golden là. State, Ça commence à faire à défoncer tous les records à 3 points et que ça va chercher d'autres bagues, on va causer, hein, ça, c'est sûr et certain. on va regarder Klay, on va faire genre, en fait, Je suis d'accord. on va enlever Pippen qui a été ensuite On fera le important classement des leaders aussi pour Curry. Tout à fait, bien sûr, et des duos, et tout ce que tu veux, bien sûr. c'est vrai. Bien sûr, et des dynasties, etc. Mais c'est vrai que Klay a peut-être de la chance dans sa capacité à pouvoir aller chercher Pippen, parce que là, tous les autres, on est sur du retraité. Moi, j'ai juste parlé de Kyle Lowry, mais sinon, les gars que t'as pris, c'est J'ai du cité retraité. Paul George dans les mentions. Voilà. Et disons, il y a du chemin hein, pour aller chercher Pippen. C'est Ça compliqué. va être complicado. On a énormément apprécié les débuts de carrière de Chris Middleton autour de Giannis, Ça m'a l'air. Le plafond m'a l'air moins haut quand même. Tout Ça à m'a fait. l'air, mais après. mais c'est un super lieutenant. Ouais. Dans la NBA actuelle, qui pourrait avoir ce rôle parfait? Tu as parlé d'Anthony Davis par rapport à un LeBron, mais bon, si LeBron prend la retraite ou bouge, comment ça se passe par rapport à AD? Est-ce qu'il risque pas de se faire exposer en voulant devenir franchise player, lui?
Lui, il a pas du tout la mentalité d'un lieutenant, quoi. Est-ce que Carl Anthony Towns pourrait devenir lieutenant parfait? S'il l'accepte bien, oui. Mais il faut qu'il l'accepte. Et ça va pas être facile. Mais dans l'absolu, oui. Il a une tête de lieutenant. Je suis d'accord avec ça. Genre Early Pogazol. Kyrie, s'il se passe des trucs de dingue avec Brooklyn. Early Pogazol. Moi, tu vois, j'ai mis Kyrie quand même dans les joueurs actuels, dans mon classement. Early Pogazol, quand on voyait qu'il galère au premier tour, c'est un peu Carl Anthony Towns avec Minnesota. Et en fait, une fois que tu fais le bon transfert, tu deviens le bras droit d'un super franchise. Il y a des garçons comme ça. Jamal Murray à surveiller. Oui, il y a du chemin, du grand chemin. Il y a beaucoup de chemin. Parce que Clay, lui, l'avantage, c'est qu'il a déjà 3 bagues. Hein. Et du All-Star, et pas trop Hein de All-NBA, donc ça va. Donc c'est... Tu vois? Franchement, j'ai très hâte de voir la suite de la carrière de Klay Thompson parce qu'il y a moyen qu'il aille chercher Scottie Pippen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça reste Dapip en numéro 1. Dès qu'on a fait le classement, t'as pensé à Pippen. Et après, on a essayé de voir qui y avait autour. On va montrer le gros tableau. Allez. Et voici le classement du top 10 all-time des meilleurs lieutenants. Dites-nous, vous, qui vous avez dans votre podium. Est-ce que vous avez Scottie Pippen comme nous en 1? Et est-ce que vous avez des joueurs actuels dans votre top 10? Comme d'habitude, on va terminer de la bonne manière. On va vous souhaiter une excellente semaine, que ce soit sur la chaîne YouTube de Trash Talk ou ailleurs. Les playoffs continuent bien évidemment. Balancez toutes vos suggestions de top 10 parce qu'on check ça avec Léonce et Alex. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Top 10 All-Time. Allez, ciao. Ciao.